Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Bille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous publiez DRH, la machine à broyer, on le voit aux éditions du Cherche Midi. Livre Confession choc qui fait froid dans le dos parce qu'il faut rappeler, vous étiez DRH pendant plus de 20 ans dans des grandes boîtes, des grandes multinationales, essentiellement anglo-saxonnes, dans l'industrie de pointe, aussi dans l'automobile. Et vous le dites, en plus de 20 ans de carrière, 22 ans de carrière, vous avez viré, vous avez licencié plus de 1000 personnes. Et puis en 2016, 2017, 2016, il y a ce licenciement de trop qui fait que vous prenez conscience de ce que vous faites au quotidien. Et là, c'est ça, vous avez le sentiment d'être allé trop loin. Il y a un matin, on se réveille, on se dit, oh là là, mais ça y est, parce que pendant longtemps, vous n'avez pas été affecté, vous racontez que vous faisiez ça comme un automate. Et puis là, il y a pourquoi on se réveille comme ça un matin? Alors en fait, c'est la barre du millième, c'est ça? Sur les 1000, je dirais, il y en a qu'une cinquantaine qui sont litigieux. Il n'y en a qu'une cinquantaine où je dirais, la personne probablement n'aurait pas dû être licenciée. Ça veut dire que 95% des licenciements que vous avez faits étaient justifiés dans votre carrière? Alors, justifier, ça dépend quelle définition vous donnez à justifier. Est-ce qu'un plan social ou un plan de sauvegarde de l'emploi qui repose sur un motif complètement inventé et irréel, est-ce qu'il est justifié ? Oui ou non. Alors dans ce cas, je dirais, si on dit non, si le motif n'est pas réel, le licenciement n'était pas justifié, on est à 800 qui étaient litigieux, ça c'est très clair. Et les 50 litigieux donc? Les 50 litigieux, c'était en général pour une politique que font beaucoup d'entreprises de licenciement au fil de l'eau ou d'une politique que moi j'appelle la saignée permanente, c'est-à-dire en permanence, pour un oui, pour un non, on va licencier des gens, à la fois pour mettre les autres sous pression, à la fois parce qu'aujourd'hui c'est tellement facile de licencier, tellement peu coûteux. Contrairement à ce qu'on va nous faire croire, puisqu'il y a eu ces ordonnances sur le travail, parce qu'on disait que c'était trop sclérosé, c'était compliqué aujourd'hui de licencier. Alors il y a deux choses, il faut faire attention. Il y a le PSE en lui-même, donc le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire le licenciement collectif, qui lui est long. Il n'est pas compliqué, mais il est long, il y a beaucoup d'étapes. Et effectivement, pour une société qui se retrouve réellement à un moment face à une problématique, devoir passer 3, 4, 5 mois avant de pouvoir faire des économies sur la masse salariale, ça peut être très long et globalement, ça peut arriver un petit peu trop tard. C'est exact. Mais ensuite, il faut bien savoir qu'en France, 90% des licenciements économiques se font en dehors de tout PSE. Donc le PSE, ce sont des licenciements économiques individuels. Et puis surtout aujourd'hui, et depuis 1997, les licenciements économiques individuels ont été remplacés de plus en plus souvent par des licenciements pour motifs personnels. Pourquoi au bout de 20 ans de carrière, vous me parlez de ces 50 licenciements litigieux, pourquoi au bout de 20 ans de carrière comme ça, où vous réveillez, vous prenez conscience? Parce que pendant une bonne vingtaine d'années, en tout cas, je pense avoir toujours réussi à ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire à avoir pu rendre les choses moins pénibles et moins violentes, plus arrangeantes pour les victimes. Et puis de plus en plus, c'est devenu de plus en plus difficile parce que les entreprises sont de plus en plus violentes. Et puis il y a eu ce licenciement où, après coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais fait ça de manière complètement déshumanisée. Et donc il fallait que je choisisse, soit je continue, soit j'arrête complètement. Et 3 mois plus tard, j'ai arrêté les ressources humaines. En tout cas, ressources humaines de ce type-là. D'accord. Et on vous a viré? Non, vous êtes parti vous-même d'ailleurs? Non. J'ai été viré à peine quelques jours plus tard. Vous êtes auto-viré? Non. C'est une idée, mais non. J'ai été licencié quelques jours plus tard parce que j'avais remis en cause la politique sécurité de l'entreprise. Vous racontez d'ailleurs, Didier Bille, avoir licencié des salariés qui avaient 30 ans de maison. Oui. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, qui avait donné toute satisfaction pendant toutes ces années avec des augmentations, des bonus. Exactement. Et vous l'avez viré en 15 minutes chrono. Oui. C'est pas là où on se réveille un matin? C'est le fameux licenciement de trop. On parle de celui-là, oui. 15 minutes, oui. Entre guillemets, c'est ce qui était attendu de moi dans l'entreprise. C'est-à-dire de faire quelque chose de rapide, qui ne fasse pas de bruit, et que la personne quitte l'entreprise physiquement, je veux dire, le plus rapidement possible. Et donc c'est là le réveil date de ce moment-là, c'est ça, la prise de conscience, c'était un caractère déshumanisé, vous disiez, exactement. Robotique, oui, tout à fait. Automatisé. Pour forcer les salariés à démissionner, on va voir, il y a un rituel, mais vous dites, et là c'est vrai que ça fait froid dans le dos, pour forcer les salariés à démissionner ou à accepter, on va le voir, une transaction évidemment qui est présentée comme avantageuse par l'entreprise, vous dites, cela nous a amené à privilégier les plus faibles,
ceux que l'on pouvait briser facilement en entretien. Une fois la cible repérée et bien conditionnée, il suffisait de 30 minutes pour toutes les formalités. Depuis le bonjour, j'ai une bonne nouvelle, c'est atroce ça, à non, vous ne pourrez pas dire au revoir à vos collègues. Oui, c'est exact. Ça va très très vite en fait, parce que la personne en général ne s'initialise. Ça ne se passe pas tout le temps comme ça quand même. Je pose la question. Non, pour être tout à fait clair, souvent c'est beaucoup plus violent. Parce que dans mon cas, je n'ai jamais tenté de faire croire à la personne qu'elle avait fait quelque chose. Je n'ai jamais tenté de lui mettre son nez dans un caca qui n'existait pas, pour qu'elle culpabilise, etc. J'ai toujours été très clair avec eux, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec vous. La société a décidé de se passer de vos services. Donc maintenant, on va essayer de discuter pour que ce soit le moins douloureux possible. Au moins, la personne sortait de mon bureau en sachant qu'elle n'avait rien fait. Mais que, voilà, la société, l'entreprise est un monstre froid, et aujourd'hui, c'est sur elle que ça tombe. Et dans les cas les plus fréquents, vous écoutez, donc c'est présenté par le DRH, par l'entreprise, le licenciement, et comment dire, il est présenté, enfin il est motivé par des prétextes qui sont fallacieux, c'est ça? On va inventer, on va dire voilà, il y a du retard, il y a des temps de pause qui sont exagérés, ou tu ne donnes pas satisfaction. Alors, on n'a pas besoin d'inventer. On n'a pas besoin d'inventer, d'abord parce qu'inventer, ça demande de l'énergie et de l'imagination, mais surtout, on n'a pas besoin d'inventer parce qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises tellement de procédures, tellement de règles à respecter, qu'à partir du moment où on a décidé que quelqu'un devait partir, pour des tas de raisons d'ailleurs, en général pas très bonnes, on trouve très facilement un prétexte, qui bien entendu est minime la plupart du temps, mais que l'on va monter en épingle. Comme quoi par exemple? Des retards, c'est ce que je disais, ouais. Un mail qui était envoyé à une personne qui n'était pas forcément censée le recevoir. Ça peut être le prétexte pour le point de départ, pour le licenciement? Bien sûr. On peut prendre n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que c'est très facile de licencier, puisque globalement, le salarié est complètement démuni face à la direction, face au DRH. Qu'on ait quelque chose de réel à lui reprocher ou non, si on veut qu'il soit dehors, il sera dehors. Ensuite, ça se réglera éventuellement par une transaction ou par les prud'hommes, mais l'entreprise en général, la seule chose qu'elle attend, c'est que le salarié ne soit plus dans l'entreprise physiquement. Vous reconnaissez avoir fait subir des violences psychologiques à de nombreux salariés, c'est-à-dire? Le fait de dire à quelqu'un, même si on essaie d'arrondir en lui disant tu n'as rien à te reprocher, etc., mais dans le quart d'heure qui va suivre, tu auras perdu ton poste. On se reverra ensuite pour un entretien factice disciplinaire, mais c'est une violence, bien entendu. Ouais. Et donc, dans tous les cas, vous écoutez Didier Bille, quand une boîte veut se séparer d'un salarié, elle le fait sans problème? Aucun problème. Quelle que soit son ancienneté, quelle que soit ses qualités. Quelle que soit son ancienneté, etc. Ensuite, elles ne craignent pas les prud'hommes? Ah non. Non, parce que qu'est-ce qu'on a entendu pendant toute la campagne présidentielle? Ah non. Même avant, sur la réforme du marché du travail, sur les prud'hommes, un certain long aléatoire. Alors, les prud'hommes, c'est un chèque. Hein. Je veux dire, si vous perdez au prud'homme, ça n'est qu'un chèque. Chèque qui peut varier de 1 à 3 en fonction de là où on se trouve en France. Non, alors là, écoutez, les gens qui ont prétendu ça n'ont pas été capables de le démontrer. C'est faux. C'est absolument faux. Bien entendu, les prud'hommes, c'est humain. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des prud'hommes qui sont un petit peu plus généreux ou un petit peu moins généreux que d'autres. Mais pour exactement les circonstances, aller de 1 à 3, je n'y crois absolument pas, c'est de la science-fiction. Les techniques, les techniques les plus courantes, encore une fois, pour virer des salariés, on a le sentiment qu'encore une fois, il y a un rituel. Même si après, il peut y avoir des... Il y a effectivement un rituel, c'est-à-dire que... l'objectif, c'est quand même de filer un grand coup de bambou sur la tête du salarié pour que ça aille vite et qu'il accepte, entre guillemets, son sort sans faire trop de bruit. Donc en général, on s'attaque aux salariés qui ne s'y attendent pas. On lui annonce rapidement, c'est-à-dire quasiment tout de suite, qu'il va quitter l'entreprise et on le met en général ce qu'on appelle en mise à pied conservatoire, c'est-à-dire que pendant toute la procédure, il ne viendra plus dans l'entreprise. Donc il se retrouve immédiatement en dehors de l'entreprise, sans son matériel, sans avoir eu son matériel, je veux dire son ordinateur, son téléphone. On lui coupe en général ses accès. Donc lui-même, et surtout, il ne sait pas de quoi on va l'accuser. Donc déjà cela, ça le met dans une situation... C'est l'entretien préalable, ça. Ça, c'est la convocation. Et puis arrive l'entretien préalable. Mais effectivement, dans la convocation, il n'y a pas la raison pour laquelle il est convoqué. Donc même si tout le monde est de bonne foi, la personne arrive à l'entretien disciplinaire en n'ayant pas la moindre idée de ce qu'on va lui reprocher. Donc sa défense, ça se résume à une improvisation. Vous avez vu donc plus de 1000 personnes.
subir cet entretien. Comment les gens réagissent en général, en majorité? Alors, sur les 1000, la plupart étaient quand même en PSE, donc on ne les voit pas en PSE, les PSE. Alors, en licenciement individuel? En licenciement individuel, la plupart, pour ne pas dire dans mon cas tous, réagissent de manière très digne. C'est-à-dire qu'ils encaissent, ils comprennent. Alors peut-être que c'était mon talent de leur faire comprendre que toute résistance était vaine et inutile, mais ils comprennent, mais c'est mon travail aussi de leur faire comprendre et surtout de leur faire pivoter le plus rapidement possible sur, voilà, vous allez perdre votre emploi, mais maintenant essayons de faire ça le moins péniblement possible et éventuellement peut-être avec un peu d'argent. Oui, parce qu'au final, c'est une transaction. Après, il y a transaction. C'est ça l'objectif d'entreprise, c'est d'aboutir à une transaction. Il faut que ce soit rapide, que donc le salarié parte rapidement et que le chèque soit le plus petit possible, j'imagine, pour l'entreprise. Oui, que le chèque soit le plus petit possible. Maintenant, soyons très clairs, quand je disais qu'il y avait bien pire que moi, vous avez aussi aujourd'hui des entreprises qui, entre guillemets, ne souhaitent plus que cela coûte de l'argent. Et dans ce cas, effectivement, les méthodes sont encore plus violentes pour que la personne soit vraiment brisée et ne réagisse. Par exemple là, on arrive à quel objectif? Que ça ne coûte rien, j'ai compris. Que ça ne coûte rien. Donc, mais comment c'est possible? Parce qu'il y a des montants d'indemnité qui sont légales. Ah ben non, si vous avez raison. Mais si la personne est licenciée pour faute grave, elle part sans rien. Elle part sans indemnité. Montée de toutes pièces? Ah oui, aujourd'hui ça c'est. Exemple, donnez-moi un exemple. Un exemple, très bien. On accuse quelqu'un, et c'est du vécu. C'est pas moi qui l'ai vécu, mais on accuse quelqu'un qui travaille en paye, d'avoir révélé à un salarié qu'un autre salarié avait reçu une prime. Point à la ligne. La personne est licenciée pour faute grave. La seule. Alors que c'est pas vrai. On ne sait pas, parce que la seule chose sur laquelle se base tout le dossier, c'est un salarié qui dit à un autre salarié « quelqu'un m'a dit que ». Et la DRH ne fait aucune enquête. Cette information remonte à la DRH un mercredi soir. Le jeudi matin à 8h, la personne est mise à pied. Mais c'est un prétexte quelque part. Bien sûr, c'est un prétexte. Ouais. Puisque la DRH ne fait même pas d'enquête. C'est qu'elle n'en a rien à faire de la vérité ou de la non-vérité. Elle se dit finalement, c'est l'opportunité. C'est une opportunité de licencier un salarié qui a plus de 50 ans, 15 ans d'entreprise, et de licencier avec 0 coût, puisque ça va être une faute grave. Et derrière, le salarié n'a rien pour prouver sa bonne foi. Et donc, il est à la fois viré, double peine, et en plus, il part avec rien. Et il part avec rien. Le harcèlement moral, les évaluations truquées, peut-être il faudra qu'on explique ce que c'est. Ce sont des pratiques qui sont, je crois, je ne sais pas si elles sont légales ou pas d'ailleurs. Le harcèlement moral, évidemment, non, pas pour le harcèlement moral. Pour les évaluations truquées, on va expliquer ce que c'est. Ce sont des pratiques qui ont encore cours aujourd'hui? Alors, je n'ai pas connu de société qui, entre guillemets, supportait ou générait volontairement du harcèlement moral. Ça, c'est clair. Par contre, lorsqu'il y a un harceleur, en général, ce sont des hommes, lorsqu'il y a un harceleur, la politique des ressources humaines, c'est de peser entre qui a le plus de valeur pour la société, le harceleur ou le harcelé. Si c'est le harcelé qui quittera l'entreprise. Très clairement. Donc on ne génère pas le harceleur, ce n'est pas nous qui le créons, mais quand il y en a, il n'est pas automatiquement puni. C'est la vie des entreprises. Qui est justifiée par? Qui est justifiée par qui est le plus rentable pour l'entreprise. C'est ça, c'est le sujet. La rentabilité. D'ailleurs, puisqu'on parle de rentabilité, vous expliquez aussi qu'il y a cette méthode largement répandue, que je ne connaissais pas, pour noter les salariés d'une entreprise, les classer en plusieurs catégories, 3 catégories, les plus performants, les 20% les plus performants, les 70% qui est voilà, la masse, on va dire, voilà, qui ont des performances moyennes, enfin en ligne avec ce qu'on attend d'eux, et 10%, les 10% les plus faibles. Et donc, on note les salariés pour chasser les moins bons. Alors, c'est ce qu'on appelle les entreprises, effectivement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui classent les salariés. Ça? Ah oui, l'entretien d'évaluation. Ah oui, ça oui. Oui, l'entretien d'évaluation qui se termine la plupart du temps par effectivement une classification. Alors, vous aviez, dans certaines entreprises, si vous avez c'est 1, 2 ou 3, dans d'autres c'est 1, 2, 3, 4 ou 5. Parfois c'est des monts. Ça, c'est une note d'en faire une moyenne et d'en faire des... Alors, c'est une note individuelle. Mais vous avez beaucoup d'entreprises qui pratiquent la sous-notation forcée, c'est-à-dire qu'elles imposent aux managers d'avoir dans leurs équipes X%, en général ça varie entre 5 et 10, X% dans la catégorie la plus basse. Ouais. Ceux qui ne sont pas assez performants. Alors, pas assez engagés. Mais la problématique, c'est que le manager n'a pas le choix.
même si dans son équipe, il n'a pas ces 5%, il devra trouver ces 5 à 10% de, entre guillemets, pas bon. Qui se retrouvent dedans de manière totalement injustifiée. Et qui sont les plus fragiles et qui sont en première ligne le jour où il faudra effectivement dégraisser. Ah bah exactement, mais c'est l'objectif. Bon, rassurez-moi, on ne fait pas que licencier quand on est DRH, parce que finalement, vous voyez ma question, c'est-à-dire qu'en fait, à vous écouter, le boulot d'un DRH, c'est uniquement de virer les gens, on ne fait pas que ça. Alors, c'est la question, et de se dire, est-ce que vous ne jetez pas l'opprobre, surtout d'une profession, avec ce bouquin? Non. Non. Alors tout d'abord, le livre ne parle pas que de licenciement, il parle aussi des parasites qui tournent autour des ressources humaines, les consultants. Il parle aussi de la discrimination, il parle aussi du recrutement. Recrutement qui est un processus hautement inégal et discriminant, où il vaut mieux s'appeler Jean Bernard et venir du 16e arrondissement que Mouloud et venir du 93. Ça, c'est très clair. Et alors pour les handicapés et les obèses, c'est même pas la peine de postuler, ils ne seront même pas reçus. Est-ce que je jette l'opprobre? Il faut regarder les chiffres, il faut regarder les statistiques. Tous les chiffres, toutes les statistiques et les statistiques officielles de la DARES, par exemple, pointent tous... La DARES, c'est du sérieux. Oui, merci. Pointent toutes dans la même direction. Et que une substitution des licenciements économiques par des licenciements pour motifs personnels, une augmentation des burn-out, une augmentation du désengagement des salariés, une augmentation des dépressions, une augmentation des constantes, des suicides sur le lieu de travail. Aujourd'hui, en France, selon les études européennes, c'est la France où les salariés, où les gens placent la valeur travail la plus haute dans leur valeur. Pour les Français, le travail est quelque chose d'important. Et c'est en même temps les Français qui sont les plus méfiants vis-à-vis de l'entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Bien sûr. Ouais. En même temps, on côtoie les RH, pour vous, on l'a bien compris, il y a 4 fonctions, d'ailleurs on en voit une partie là, c'est attirer, lobotomiser, briser, jeter. C'est terrifiant. Oui, aujourd'hui les ressources humaines ne remplissent... Le cycle de vie du DRH, c'est ça en fait? Oui, 80% des ressources humaines, c'est encore de l'administratif. Soyons très clairs, c'est la paye, c'est les contrats, etc. Et puis il y a les 20 autres pourcents qui auraient pu, il y a quelques années, quand le département du personnel est devenu la direction des ressources humaines, qui auraient pu être autre chose, qui auraient pu être un trait d'union entre les directions et les salariés, qui auraient pu être un contre-pouvoir face aux directions, et qui malheureusement a pris une autre voie, c'est de devenir un business partner, un soutien du business. Et donc, ce qui fait que petit à petit, eh bien, le gouffre s'est creusé avec les salariés. Et aujourd'hui, les ressources humaines sont uniquement là, dans le bon nombre d'entreprises, pour presser le citron le plus rapidement possible. Ouais. On finit là-dessus. Un bon DRH, aujourd'hui, c'est quoi un bon DRH alors? Selon moi ou selon les entreprises? Les deux. Selon moi, c'est quelqu'un qui a du courage et qui joue ce rôle, pas uniquement, mais qui joue aussi ce rôle de contre-pouvoir vis-à-vis d'une direction pour dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les gens, et qui analyse tout ce qui rentre dans l'entreprise, comme technique, comme mode de management, comme outil managérial, etc. Pour une entreprise, un bon DRH, c'est quelqu'un d'abord qui fait en sorte que les 80% de tout ce qui est encore administratif en ressources humaines soit fait correctement, soyons clairs, ça doit être fait, et puis qui ensuite se met au service de la direction pour faire en sorte que les salariés donnent le plus et le plus vite et le moins cher. Bon, la vérité est un peu au milieu? Très certainement. Merci à vous. Didier Bille, donc, l'auteur de DRH, la machine à broyer, aux éditions du Cherche Midi, et donc votre invité et livre à lire, bien sûr, était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama.